Avec la récente déclassification de documents des Epstein Files, on est arrivé à 3 conclusions. Premièrement, les zététiciens sont des immenses trous du cul. Ouais, c'est gratuit. Deuxièmement, l'antisémitisme a encore de beaux jours devant lui. Et troisièmement, les complotistes n'avaient peut-être pas si tort que ça, vu les dingueries faites sur l'île d'Epstein. Bon, par contre, faut doser, hein, c'était pas des satanistes, mais des putains de bourgeois qui sont crus au-dessus de tout le monde. Mais surtout, ça fait gamberger sur ce qu'est le complotisme. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de théories du complot, du moins désignées comme telles, se sont avérées vraies, ou alors ne sont pas si déconnantes à cause de certains éléments, mais que malheureusement, elles sont mises dans le même paquet que de vraies théories du complot, comme la Terre plate, les chemtrails... Et le glorieux 11 septembre. Bah non. Les Epstein Files le démontrent bien, des trucs aussi improbables sont possibles, et quand on y réfléchit, le domaine où il y a le plus de coups de pute et de mensonges, c'est la politique. Et ça, beaucoup de Z semblent oublier. Et je peux citer plein d'exemples, comme les multiples ingérences des States, comme en Irak en 2003 avec les armes de destruction massive, pour le narcoterrorisme avec le Venezuela récemment, le 11 septembre, Vas-y, ta gueule. ou même le domaine des armes biologiques, comme avec Israël, le Japon, le Zimbabwe et j'en passe. Et ça va me permettre de parler de théories du complot concernant les agents pathogènes, précisément les cas de fuite de laboratoire ou de virus créés artificiellement. Ah, comme le Covid. Ben... ouais. Bref, dans cette vidéo, je vais revenir sur quelques cas de fuite d'agents pathogènes, mais aussi de cas de virus artificiels, mais également des raisons de pourquoi ces derniers ont été créés, et à la fin, j'expliquerai si on doit vraiment considérer ce type de théorie comme du complotisme ou non. Mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, qui vont très certainement me valoir des emmerdes. Bref, on est parti. Les exemples sont légion, je pourrais littéralement faire une vidéo dédiée à ça, mais on va citer que quelques cas. On va commencer tout doux avec un événement tragique qui s'est produit à la fin des années 70, l'incident Janet Parker. Je l'avais évoqué dans ma vidéo sur l'impossibilité d'éradiquer les maladies infectieuses, mais j'ai pas pris le temps de l'expliquer. Un peu de remise en contexte, on est en 1977, le virus de la variole humaine, aussi appelé smallpox, ne circule plus dans le monde. Cependant, le virus existait toujours dans de nombreux laboratoires à travers le monde. Le 11 août 1978, une photographe travaillant à la faculté de médecine de Birmingham, en Angleterre, tomba malade et le 24 août, le verdict tombe. Elle avait attrapé la variole, précisément la souche Abide de la variole majeure. Elle décéda le 11 septembre. Non, très prévisible. Bref, l'explication de son infection par un virus qui ne circule plus est tout simple. Une fuite de laboratoire. En fait, elle travaillait juste au-dessus du laboratoire du docteur Henry Bedson, spécialiste international de la variole et franchement très doué. Quelques jours avant que Janet déclare les premiers symptômes, le docteur manipula la souche Abide mentionnée plus tôt. Même si on n'a pas l'explication concrète de comment elle l'a attrapé, il est supposé que le virus ait réussi à s'échapper du labo de Bedson et est passé par le système de ventilation du bâtiment, et contamina la pauvre Parker. Peu importe l'explication, le mal était fait. Et pris de remords, Henry Bedson se suicida en se tranchant la gorge avec une paire de ciseaux dans la remise de son jardin et mourut le 7 septembre à l'hôpital. Bonne ambiance. Blague à part, ce n'est pas la seule fuite de labo de smallpox qu'il y a eu. Je pense que c'est en partie à cause de cette histoire que les échantillons sont détenus par quelques labos P4 dans le monde et que l'OMS aimerait bien détruire tous les échantillons smallpox. Les deux prochains exemples sont dans la même thématique, le projet d'armes biologiques de l'URSS. Je ne vais pas détailler tous leurs projets ici, car je prévois d'en parler à l'avenir. Le premier exemple est ultra goofy car il se concentre sur le virus Marburg. T'es ça là? Ouais, je t'assure. En 1988, Nikolai Ustinov s'est par accident injecté une petite quantité de Marburg dans le pouce. Oh le con. Il meurt 3 semaines plus tard dans son caca. Fait amusant, l'anatomopathologiste qui a pratiqué son autopsie s'est lui aussi infecté accidentellement avec Marburg, en voulant prélever des échantillons du virus de sa moelle osseuse. Putain mais c'est artistique ce niveau d'incompétence. Lui aussi creva quelques semaines plus tard. Le mot orge en sumérien se prononce chez. Le but d'Ustinov était de concevoir pour l'armée une souche de Marburg plus stable et plus virulente, dans le cas de guerre biologique. La blague, c'est que la souche prélevée du corps du chercheur était plus stable et virulente, et il fut utilisé comme arme biologique, et les résultats étaient plutôt positifs. On peut dire qu'il a réussi son coup. Putain, y'a vraiment pas que ça fait rire ce genre de truc. Bon, remontons un peu dans le temps, précisément en 1979, à Sverdlovsk, ou l'équivalent biologique de Tchernobyl. Tout commence fin mars. Au cœur de la cité se trouve une base militaire qui avait un but, la production d'armes biologiques, dont des bactéries responsables de l'anthrax, très virulentes, la souche Anthrax 836, produit sous forme de fines poudres de spores qui peuvent être utilisées comme aérosols. Les travailleurs et les travailleuses dans l'usine sont toutes vaccinés, et pour éviter toute inhalation, l'air intérieur est souvent recyclé avec celui de l'extérieur. Pour éviter les fuites, il y a des filtres qui doivent être assez régulièrement vérifiés et changés car ils se bougent facilement. Malheureusement, le dernier vendredi de mars, un des filtres était complètement bouché. Ce sont des choses qui arrivent. Le technicien responsable, ayant fini son service, n'a pas pu changer, donc il a juste retiré et a laissé un message à son supérieur pour prévenir la prochaine équipe de le faire. Le problème, c'est que le responsable de l'usine, Nikolai Chernyshov, n'avait pas trop envie de faire des heures sup non payées et oublie
oublie d'informer le problème de filtre que son technicien lui a fait relever dans la main courante du livre de transmission pour que la prochaine équipe le fasse. Du coup, les machines repartent sans que le filtre soit changé, et ce qui est arrivé arriva. Durant toute la nuit, les milliards de spores sont projetés dans la ville, exposant plus de 5000 habitants. Seuls 1 à 2% sont tombés malades vers le 2 ou 3 avril. D'après l'enquête, 96 personnes ont contracté l'anthrax, dont 79 pulmonaires, la forme la plus mortelle de l'anthrax, et 17 cutanés, 64 décédèrent. Et l'URSS nia que l'incident était d'origine humaine. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un traité en 1972 sur les armes biologiques, les interdisant. Si l'URSS avouait que c'était une épidémie d'origine humaine, ça a démontré qu'elles avaient bafoué ce dit traité, les foutant grave dans la merde. Il aura donc fallu attendre 1992 pour qu'une enquête soit menée pour que la vérité éclate. Les agents pathogènes synthétiques ou créés en laboratoire, c'est monnaie courante, même très courant. Je vais me focaliser uniquement sur les agents génétiquement modifiés, histoire de simplifier le truc, parce qu'en vrai, c'est un terme qui est extrêmement large, allant d'outils biotechnologiques à modèles d'études ou simplement par évolution, indépendamment des chercheurs. Pourquoi crée-t-on des agents génétiquement modifiés? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, dans le cadre de la recherche fondamentale, de pouvoir étudier ces derniers d'un point de vue épidémiologique, pathologique et j'en passe. En soi, dans la majorité des cas, c'est sans danger et ça ne fait pas de débat. Cependant, il y a des fois où ça fait bien parler. Je peux prendre l'exemple de la grippe H5N1 où deux équipes, une aux Pays-Bas par Dr Ron Fouché et l'autre chinoise, il force un peu quand même là, menée par Yoshihiro Kawaka, se sont dit que ce serait une bonne idée de modifier le virus pour qu'il puisse se transmettre facilement de mammifère à mammifère, précisément des furets. Pour faire très simple, le virus H5N1 provoque une maladie bien violente et très létale. Heureusement pour nous, la transmission d'humain à humain est très compliquée, empêchant une pandémie, dans le meilleur des cas similaire à la grippe espagnole, et dans le pire des cas, la pandémie la plus mortelle de l'humanité. Leurs deux études ont fait paniquer toute la communauté scientifique, au point que le comité scientifique national consultatif pour la biosécurité a demandé aux chercheurs de ne pas publier leurs travaux, ou du moins les parties sensibles pour éviter d'offrir sur un plateau d'argent à de possibles terroristes le moyen de développer une arme de destruction massive incontrôlable. L'OMS va s'en mêler et ça va ouvrir un débat au sein de la communauté scientifique. Finalement, les deux articles ont pu être publiés, avec modification, mais ces deux chercheurs ont trouvé qu'ils avaient pas assez fait stresser la communauté scientifique et décident de relancer le débat et leur recherche sur la gain de fonction. C'est un type de recherche visant à modifier génétiquement des pathogènes pour accroître leur transmissibilité ou leur virulence, à des fins de recherche bien évidemment. Des chercheurs comme Simon Vane Hobson vont demander l'interdiction des recherches de type gain de fonction. En gros, c'est un beau bordel. Je continue? Variole? Variole. Des chercheurs ont possiblement créé le virus ultime. Pour faire très simple, des chercheurs se sont amusés à tester la virulence du virus de la variole de la souris chez un groupe de souris non vaccinées et un autre vacciné. La subtilité, c'est que le virus est génétiquement modifié. Je développerai plus en détail ce cas dans ma vidéo sur les armes biologiques, mais il faut comprendre que toutes les souris non vaccinées sont mortes, et chez les vaccinés, le taux de létalité atteignait 60%. Cette petite expérience sans grand risque a fait directement réagir la putain de CIA elle-même. Cette expérience a fait un grand débat car elle a rendu désuète le concept même de vaccin. Ironie quand on sait que c'est grâce à la vaccination qu'on a permis d'arrêter la circulation de smallpox. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression que le terme complotiste est un mot fourre-tout qui sert juste à discréditer l'adversaire plutôt que d'avancer le débat. Alors bien évidemment, faut pas partir du principe que le complotisme n'existe pas et que les complotistes ont raison. Il y a des choses qui sont démontrées comme fausses, comme la Terre plate ou les chemtrails. Mais comme dit plus tôt, quand ça concerne la politique, il faut être assez prudent. Une preuve irréfutable peut être au final fausse, comme par exemple le cas du glyphosate où Monsanto, l'entreprise à l'origine du pesticide, avait produit des études démontrant l'innocuité du pesticide sans utiliser le glyphosate. C'est donc de la fraude scientifique. Alors bien évidemment, faut pas non plus réfuter toutes les preuves et dire qu'elles sont fausses. Mais il faut faire preuve de prudence en fonction des sujets et pas gober toutes les preuves qui vont dans le sens de la rationalité, surtout dans une période où la propagande est forte et où les fake news, complotistes ou non, se multiplient de jour en jour. Et avec l'IA, j'en parle même pas. Dans tous les cas, il y a des éléments qui permettent d'émettre des doutes sur certaines études, comme le journal dans lequel c'est publié, les dates, pour savoir s'il y a eu de la relecture, ou encore les conflits d'intérêts. Si c'est une équipe de chercheurs indépendants, qui elles travaillent dans le public ou dans l'industrie, ou encore si elles ont des liens avec un certain lobby. Et à contrario, faut pas non plus partir trop loin. En fait, faut juste faire la part des choses entre le plausible, comme des viols d'enfants par une élite bourgeoise ou des armes biologiques, à des trucs complètement improbables et lunaires, comme des nanopuces 5G dans les vaccins Covid qui aimantent les bras. Il faut aussi garder une vision matérialiste des choses, comme par exemple le cas d'Epstein, même si c'est possible, pour l'instant on n'a pas assez de preuves pour affirmer qu'ils ont démembré un gamin et ont mangé l'intérieur de ses intestins. Bon, perso j'y crois. Et qu'il y ait eu des rituels au nom de Baal. Pour l'instant on n'a pas de preuves pour affirmer cela. Et non, un compte en banque au nom du démon et 3 pixels qui se battent en duel, qui est censé ressembler à une statue de Baal, ne sont pas des preuves. De plus, il faut garder à l'esprit que si cela a été possible, c'est justement car ce sont des bourgeois puissants qui se sentent au-dessus des lois. Et qu'il y ait eu ou non des putains de rituels, ça ne n'enlève en rien la dimension marxiste à avoir de l'affaire, car c'est beaucoup plus probable de voir ça chez des bourgeois se prenant pour des dieux de ce monde que chez des prolos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Screwfix pour sa participation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à lâcher un like, partager la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à voir les autres vidéos que j'ai faites et possiblement à une prochaine fois.